rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureuses de vous retrouver sur Radio Grand Lac 92.1 avec Camille dans l'émission de Place au possible. Bonjour à tous. Donc c'est une émission qui rapproche le monde de la jeunesse et le monde des adultes pour n'en faire plus qu'une seule galaxie. Et notre nouveauté avec Camille, c'est qu'on a mis en place un thème qui s'appelle « Raconte-nous ton métier ». Et aujourd'hui, on va vous raconter le métier d'artiste peintre et sculptrice. Parce que oui, on a invité une femme, et pas n'importe qui. On a la chance et l'honneur de recevoir Lucie Legrand, alias Lololus, qui compte parmi les 100 artistes contemporains internationaux. Bonjour à tous. Merci. Bonjour, Lucie. Quelle belle présentation. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que cette rubrique Raconte-nous un peu ton métier, on a décidé de la faire avec Julie. Parce qu'on suit des ados dans leur orientation et on a surtout voulu leur donner un peu des discours rassurants. Le fait de raconter son expérience, de raconter surtout son parcours, permet un peu de dédramatiser l'orientation et leur montre aussi qu'on a tous eu des parcours non linéaires, un peu atypiques. Et c'est vrai que le mois dernier, on a déjà eu une personne qui nous avait raconté, c'était Ludivine Langlois, notamment dans le milieu du numérique, comment elle est arrivée ici. Et on a vu son parcours semé d'embûches, de virages et d'autres. Et donc aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi pas de nouveau interviewer une personne qui avait un peu un parcours un peu différent. Alors, comment on arrive aujourd'hui à vivre de sa vocation, mais en passant par également des choses un peu différentes, c'est un peu le thème de notre émission. Et merci en tout cas, Lucie, d'être avec nous. Merci à vous. Est-ce que je peux te laisser un petit peu te présenter dans un premier temps rapidement avant de vraiment arriver sur ce sujet-là? Moi, je suis artiste peintre et sculptrice professionnelle. Donc, je suis cotée sur le marché de l'art international, exactement comme on m'a présenté. Et puis voilà, donc j'ai le plaisir d'être référencée aujourd'hui dans le top 6 des artistes internationaux. Donc, je suis très contente. C'est un honneur pour moi. C'est beaucoup de travail et je suis très contente d'être là. Et voilà, mon métier, c'est juste d'apporter du bonheur, de créer. Et voilà, de faire rayonner un peu mon art au travers du marché de l'art, qui est un environnement qui est très original et très agréable une fois qu'on le connaît un petit peu. Alors, aujourd'hui, on est le mercredi 25 octobre 2023. Est-ce que, pour revenir un peu en arrière, on va revenir sur ton parcours vraiment scolaire, oui. Est-ce que des années et des années de ça, on s'était dit, depuis que t'es petite, tu as fait un parcours pour arriver à ce métier d'artiste. Voilà, on adore ça. Quand je raconte un peu mon histoire, mon parcours, à chaque fois, c'est très étonnant. Voilà. Donc on va revenir un peu sur ces années un peu scolaires, pour nous montrer un peu déjà ton parcours initial. Ah, oh là là. Alors mon parcours initial, en fait, je voulais être sportive de haut niveau. Ah ouais. Dans le handball, ouais. Et du coup, j'ai été prise en sport-études handballeuse professionnelle, et je me suis explosé le genou. Donc le chirurgien du sport m'a dit, écoute, ta carrière est terminée, tu ne pourras jamais faire ça de ta vie, donc grosse déprime, parce que tout s'arrête. Je fais du sport H24 et puis d'un coup je fais plus rien, donc plus d'endorphine, plus rien, donc j'ai carrément fait une dépression. T'avais quel âge? J'avais 17 ans, je crois, un peu moins, peut-être 16 ans, ou 15. Ouais, c'était en 3e, donc voilà, c'est le moment où j'allais justement en sport-études, où j'étais en championnat de France, et du coup c'est là où tout s'est arrêté. Et du coup très compliqué, parce que du coup qu'est-ce que je fais? Voilà, parce que moi dans ma tête c'était acté. Du coup, je suis partie en seconde générale, basique, au lycée, en me disant on verra bien. Hein. Et puis j'étais assez douée en maths et en sport, forcément, et très très nulle en français et tout le reste, mais voilà. Et du coup, je me suis dit vu que les chiffres c'est très facile pour moi. Je vais aller à l'époque, ça s'appelle Sciences technologiques de la gestion, donc c'était pour être comptable et expert comptable. Et je me suis dit, vu que c'est facile pour moi, je vais faire ce chemin-là. J'ai été décelée en première gravement dyslexique. Vraiment, j'avais un niveau CP en lecture et C1 en compréhension. Donc c'était la cata, et je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que j'étais nulle en langue et tout ça.
Et donc je me suis fait soigner, ce qui a fait par une orthophoniste, ce qui a fait que ça m'a développé. Forcément, les notes ont beaucoup évolué. Et puis je me suis rendu compte que j'étais pas nulle, un petit peu. Donc en fait, c'était vraiment un changement radical. Et après, je me suis dit du coup, je suis assez douée en fait, je vais peut-être m'en sortir. Donc et comme c'est assez facile, que j'étais assez fainéante, j'ai dit je vais faire expert comptable. Donc j'ai fait un BTS comptabilité gestion, une licence c'était DCG, donc diplôme comptabilité gestion, et après le DSCG, diplôme supérieur, donc c'est le master, et après il y a le stage d'expertise et on est expert comptable. Et du coup j'ai arrêté en fait, j'ai tout fait en alternance, mes études. D'accord. À partir du BTS, tout en alternance. Pourquoi ? Parce que en fait je trouvais ça extrêmement bien d'être dans le milieu de l'entreprise et d'être actif et de comprendre et de voir la différence entre le scolaire et le réel et appliquer aussi ce qu'on apprend. Et j'ai trouvé ça très intéressant, et en plus je voulais être autonome assez rapidement. Donc très jeune, à 18 ans, j'avais un appartement et je payais mon loyer et j'avais besoin de ça. Et en fait c'était la routine, quoi. Donc déjà un beau parcours scolaire, puisque c'est vrai que lorsqu'on arrive sur ça, du tout. Franchement, si j'avais pas été décelée et soignée, je serais pas allée si loin. Elle était accompagnée pour surpasser un peu l'échec, la prise de confiance. En fait, j'avais toujours 10-11 de moyenne et générale, et donc c'était toujours tranquille, juste parce que je rattrapais avec le sport et les maths. Et du coup, c'était toujours juste. Et vraiment, quand je me suis fait soigner, ça a tout changé. Et du coup, ça, voilà. Et je me suis dit, voilà. Et à côté de ça, ma passion, c'était le sport, forcément, et l'art. Et que j'en en parlais à personne. Je peignais depuis que j'ai 5 ans, je peins, je dessine. J'ai toujours fait ça. Mais en fait, je pensais que tout le monde faisait ça et tout le monde pouvait faire ça. Je pensais que c'était normal. Ouais. C'était mais vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, en fait, j'ai toujours eu, c'est vrai que c'est atypique à 10 ans d'avoir un chevalet dans sa chambre avec des toiles et tout ça, mais pour moi, c'est logique. Oui. Et t'avais des gens dans ta famille qui peignaient ? Non. Ok. Personne. Rien. Non. C'est toi qui as demandé, en fait, à tes parents d'acheter le matériel. Ouais. Alors, je suis issue d'une famille très modeste, donc, qui avait pas beaucoup d'argent, et c'est vrai que j'ai eu la chance que ma mère, elle, à chaque anniversaire et Noël, m'offrait, vraiment du matériel de très qualitatif, vraiment professionnel. Donc toutes les peintures, pas les trucs blindés d'eau ou qui a pas de pigments, les fusains, vraiment des super fusains professionnels, des crayons de pro, des livres sur comment ça, parce qu'à l'époque il y avait pas internet. C'est ça, on est jeunes, Et du coup j'apprenais sur des livres, donc comment apprendre à dessiner, à peindre, le jeu des ombres, tout ça. Donc c'était vraiment tout sur les livres. Et donc j'ai vraiment eu la chance que là-dedans j'étais équipée de matériel de très grande qualité. Et donc, du coup, à la sortie de tes études, tu es rentrée dans le monde professionnel. Exactement. C'est-à-dire que tu as eu l'alternance, pas de souci. Et après, tu es rentrée dans un cabinet d'expertise comptable. En fait, voilà. Et du coup, donc je travaillais, j'avais 250 dossiers quand même, entreprises à gérer, avec une équipe derrière moi, bien sûr. J'étais pas toute seule à gérer tout ça. Et du coup, un jour, j'ai un client qui vient et qui me dit, j'ai investi dans l'art. Tu verras, à Paris, on m'a dit que c'était défiscalisable, tu te débrouilles, machin. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On voit pas ça chez nous. Et du coup, mais tu me fais un abus de bien social, là, ça craint, faut pas faire ça, faut m'appeler avant. Et en fait, il m'a dit, non, débrouille-toi, regarde, tu verras. Et en fait, j'ai regardé, et effectivement, quand j'ai découvert le marché de l'art, les lois en faveur de l'investissement dans l'art aujourd'hui en France et tout ce qui en découlait, j'ai dit mais c'est extraordinaire, on peut vraiment vivre de ça en fait. Il y a des gens qui vivent de l'art. Et en fait, à cette époque, j'étais dans un grand questionnement personnel parce que je me suis toujours dit depuis gamine, depuis que je voulais être sportive de haut niveau, jamais je serais derrière un bureau dans ma vie. Et là, ouais, t'es dans le secteur de la comptabilité. J'étais derrière un bureau
Et du coup, je commençais un peu à déprimer, quoi, avec la boule au ventre, en allant au boulot. J'étais pas heureuse, en fait. Et je me suis dit, j'ai envie de travailler et j'avais envie d'entreprendre. Déjà, depuis très longtemps, de créer mes boîtes. J'avais déjà créé quelques petites structures rigolotes. Enfin, là. Et j'ai dit, je veux vraiment entreprendre, avoir ma propre entreprise et travailler pour moi. Et gagner de l'argent pour moi, en fait. Et arrêter d'enrichir les autres. Que mes efforts me récompensent, moi. Et en fait, je cherchais, mais j'ai imaginé plein de trucs. J'ai fait des prévisionnels sur plein de trucs que j'avais imaginés. C'était rentable, c'était bien, les banques suivent. Et au moment où je lui présente à mon chéri, il me dit tu veux vraiment faire ça de ta vie ? Et à chaque fois, en fait, non. La vraie question, quand il me posait ça, tu regardes au fond de toi, t'as pas la flamme, t'as pas le truc qui fait que tu vas vibrer. Du coup, tu te dis, même si c'est rentable, que tu peux gagner de l'argent, que tu peux bien, non. C'est pas ce qui t'anime. Non. Ce qui t'anime, c'est la passion et ce que voilà. Et ce monsieur qui est venu justement pour investir dans l'art m'a mis dedans. Et depuis ce moment-là, j'ai plus jamais réussi à décoller du marché de l'art parce que j'ai cherché comment ça marche, comment fonctionne le marché de l'art. Donc on était plutôt sur le marché, l'investissement, tout le business plan, les choses comme ça, le business model. Comment tu peux réussir en tant qu'artiste ? C'est ça que je voulais savoir. Je me dis comment c'est possible en fait. Parce que souvent l'image qu'on a, c'est un artiste, il galère, il vend ses toiles 3 francs 6 sous. Comment tu peux vraiment vivre de ça en fait ? L'image de l'artiste que l'on peut avoir. Ouais, c'est ça. Dans son atelier, voilà, si tu te fais pas repérer par quelqu'un d'extrêmement riche qui te soutient au niveau mécénat, enfin. T'étais sur le secteur ? Tu travaillais sur le secteur ? Ah oui, j'étais sur Annecy. T'étais sur Annecy. J'ai fait Annecy et Chambéry. J'ai fait les deux. Et ce moment-là, je suis tombée dedans comme Astérix, Obélix. C'est ça que tu te dis, t'es tombée dedans puis t'en sors plus. Et du coup après, je me suis dit, en fait, je suis rentrée un soir et je dis à mon chéri, il faut que je rachète des toiles pour peindre. Il me dit, ah bon, tu peins ? Parce qu'en fait, j'étais toujours dans le jus. Savais pas. Mais non, mais en fait, j'étais dans le jus avec les mémoires pour l'expertise comptable, les études, le boulot. Mais ouais, et t'es dedans et t'as pas le temps en fait. Et du coup là, j'ai dit non, mais il faut que je reprenne. C'était tellement agréable. Et j'ai repris et ils ont vu ce que je faisais. Ils disaient mais c'est incroyable. Et parce qu'au début, tu peignais à la maison le soir, après le travail. C'est ça. Donc, tu continuais ton métier d'expert comptable et tu peignais à la maison. C'est ça. Et après, ton entourage a commencé à se dire, mais... en fait, j'ai commencé à publier ce que je faisais sur les réseaux. D'accord. Et tout le monde a adoré. Et j'ai dit, c'est vrai, c'est bien. Enfin, voilà, toi, franchement, je m'en rends pas compte du tout. Et du coup, je dis, putain, ça plaît. Il y a des gens qui veulent acheter, même 50 €, 100 €. Je dis, tiens, c'est fou, ça. Et je dis, c'est trop bien. Et j'ai dit, mais en fait, je crois que c'est vraiment ça que je veux faire, en fait. Et un soir, je suis rentrée, je dis, je veux être artiste. Et là, le gros blanc, genre, qu'est-ce qui se passe ? T'es sûre ? Elle a pété crise un de la plomb. quarantaine à 20 ans. Ça craint. Elle veut tout changer. Ouais, c'est ça. Non, surtout que t'as ta mère qui te dit, t'as fait des grandes études. C'est ce que je voulais que tu fasses. C'est bon, t'es diplômée. Ta route elle est tracée, t'as un bon salaire. Et là d'un coup, j'arrête tout et je repars à zéro dans la misère, quoi. Mais ce qui t'a super servi, parce que je trouve ton parcours il est super atypique, c'est que la plupart des artistes, en fin de compte, ils développent dans leur art, mais ils vont pas analyser le marché. Toi, t'avais en fin de compte ce côté conventionnel où t'as étudié le marché de l'art. Enfin, tu vois, t'avais ce côté entrepreneuse en toi. En fait, c'est ça. J'ai lié l'entrepreneuriat à l'art en me disant comment je peux faire pour bien c'est pas gagner de l'argent, être riche, c'est vivre. Oui, c'est juste que c'était possible d'en vivre, quoi. Voilà, c'était juste à vivre de ta passion. Est-ce que tu peux faire ça dans ta vie ? Et en fait, franchement, j'ai dit je vais le faire. J'ai envie de faire ça, donc forcément les gens autour de moi ils me disent elle a craqué. Puis la peur des gens. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a fait 5 ans d'études, elle a un bon poste. Là, c'est même plus, c'est 8 ans. C'est ça, t'es confortable. C'est comme un médecin. Ouais. Et en fait, tu te dis, lâche l'affaire, c'est horrible. Et en fait, et mon conjoint, à l'époque, il m'a dit, écoute, je bossais le soir, en fait, en rentrant, et je lisais beaucoup d'ouvrages. J'ai acheté un livre qui s'appelait Comment réussir sa vie d'artiste. Et franchement, je l'ai même pas lu, parce qu'en fait, le prélude du bouquin, c'était l'idéal pour réussir sa vie d'artiste, c'est d'être expert comptable et artiste.
Franchement, ouais, non, mais c'est dingue. Et j'ai montré ça à mon chéri, je dis regarde, je vais réussir. En fait, J'ai les deux. Mais surtout, c'est un grand écart. c'est trop drôle. Mais C'est rien grand à voir. écart. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai le côté où je suis très terre à terre et responsable et on va dire rigoureuse. Et t'as le côté où t'es complètement artiste dans la lune à l'ouest à imaginer des trucs complètement improbables. Et du coup, ces deux-là sont complémentaires parce que si tu veux réussir, t'es obligé d'avoir un peu Un cadre. Ouais, un cadre côté entrepreneur, bien te dire, bien faire tes bons calculs, et puis pour réussir, pour gagner ta vie, faut que tu sois quand même assez carré pour te dire, bah voilà, je veux pas dépenser n'importe quoi, n'importe où, dans quel niveau, Bien sûr. enfin voilà, il faut être carré. Et puis bon, je suis très bordélique, hein, mais bon, après ça ça change pas, ça grave. n'empêche pas, je suis quand même assez voilà, mais en fait c'est juste ça, et j'ai commencé à diminuer mon temps de travail, j'ai demandé un 80% au boulot pour me consacrer justement à ce projet-là, et j'en avais parlé à mes supérieurs et ils m'ont dit ouais, c'est super, enfin si c'est ce qui te plaît, vas-y. Et du coup, j'ai fait ça et je bossais après le boulot, donc jusqu'à des fois 2-3 heures du matin et pouf, et ainsi de suite. Donc il y a des soirs où j'étudiais, j'envoyais des mails, ou des soirs où je peignais, où je faisais je faisais vraiment les deux. Et voilà qu'un jour, je me dis allez, je suis assez. Ça fait pas longtemps que j'ai écrit mon mémoire. Je vais faire un mémoire sur mon travail. Donc j'ai mis 1 an à le rédiger et je vais l'envoyer aux experts en art à Paris pour voir ce qu'ils pensent de les vrais. Enfin voilà, moi je connais rien en fait, et du coup les vrais experts en art qui connaissent, qui ont fait des études d'histoire de l'art, qui eux attribuent des cotations, enfin voilà, travaillent. Je me dis je vais envoyer ça à Drouot à Paris, qui est connu. De toute façon on connaît rien d'autre. Enfin c'est vrai, quand on débute on connaît quoi? Picasso, super, wouhou, et Drouot. Et du coup t'envoies et tu te dis voilà, et ils ont aucune obligation de te répondre. Ils ont aucune obligation de t'attribuer une cotation ou de rien faire ou quoi. Et là, je reçois un mail avec les félicitations sur mon travail et ma première cotation, qui était à l'époque à 400 € pour un. Alors la cotation, c'est pour un 15F, donc c'est un format, on va dire 40-50 quoi, centimètres. Ok. Et du coup, c'était 400 €, donc c'était énorme à l'époque. Ça me permettait de chiffrer mon travail parce que c'est très dur de mettre un prix sur ce qu'on réalise au début quand on commence. Bien sûr. Et alors là, j'en ai pleuré quoi. J'ai vu champagne, je suis reconnue dans le milieu que je ne connais pas et dans lequel je veux travailler. T'avais besoin de te sentir un peu légitime dans ce milieu un peu fermé, un peu élitiste. Je sais pas, en fait, j'étais juste un peu perdue en me disant, est-ce que je peux avoir ma place? Je rêve de ça, mais est-ce que je peux? Est-ce que, en fait, tu sais pas vraiment ce que vaut ton travail, donc c'est assez difficile. Et en fait, c'est genre comme un peu une acceptation en se disant, oui, tu viens de nulle part, tu connais rien et tu peux quand même y arriver. Alors, juste en travaillant. Même si t'as pas fait d'études là-dedans, juste t'as envie, t'as la passion, t'as la flamme qui t'anime, tu peux y arriver. Et du coup là, j'ai dit, soit je prends la pente montante, je viens d'être cotée, et je continue à fond et je développe cette cotation et je travaille pour aller plus loin, et ou soit je continue l'expertise et je reste moyenne, on va dire, en tant qu'artiste, et pas exceller quoi là-dedans. Et comme moi, j'ai envie d'aller à fond et je vise les galaxies lointaines pour au moins atteindre la Lune, j'ai dit, je vais tout arrêter et je vais me consacrer à 200% dans ce projet-là qui me fait vibrer pour être heureuse. Point. Donc, t'as démissionné de ton... J'ai fait une rupture conventionnelle. En quelle année, du coup? Je crois que c'était 2012 ou 13. J'ai commencé en 2011. Et je crois que c'était 1 an ou 2 ans après. Et j'ai dit, je suis allée voir mes supérieurs, le directeur régional de la boîte, et je lui ai dit, je m'en vais, je vais être artiste. Et il m'a dit, trop bien, je t'achète un tableau, c'est trop beau. Merci. Génial. Et ils acceptaient jamais les ruptures conventionnelles. Là, tu sais que t'as fait le bon choix. Et, En plus, et du coup, il m'a dit, ça me fait vraiment chier que tu t'en ailles. Bien sûr. Mais par contre, j'adore ce que tu fais et je comprends. Et je comprends, et je voulais une rupture conventionnelle parce qu'à l'époque, tu démissionnes, t'avais pas le droit au chômage. Et j'avais besoin des subventions, des aides de pour créer après, créateurs d'entreprise. Voilà. Et il me fallait une rupture conventionnelle pour pouvoir bénéficier des aides au développement de mon entreprise et pour acheter tout mon matériel et j'en passe. Donc,
Et là, c'est juste génial. Par contre, t'as plus de salaire. Donc c'est le début de la deuxième vie. C'est donc, ça. Lucie, on fait une courte pause musicale et puis après on parle un peu vraiment de ton métier d'artiste. Trop bien. Au top. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Nous sommes de retour dans l'émission de Radio Grand Lac 92.1, dans l'émission de Place au possible avec Camille et Lucie. Aujourd'hui, comme on vous disait tout à l'heure, on est toujours dans notre rubrique Raconte-moi ton métier et on explique le métier d'artiste peintre et sculptrice à l'aide de Lucie Legrand, alias le Lolus. Alors on a vu cette première partie avec Lucie, une partie étonnante sur son parcours. J'ai plongé dans mon enfance. Ah, c'est génial. Et un parcours surtout très atypique. Ouais. Donc comme on disait, tu es passé donc du sport à l'expertise comptable pour nous parler enfin de ton métier. Et tomber d'être artiste. Effectivement, artiste. Du coup, en quoi vraiment consiste aujourd'hui ton travail? Parce que artiste, ok. Ouais, c'est vague. Mais c'est vague. Ouais, carrément. En fait, donc moi je suis peintre et sculptrice et du coup mon métier c'est de créer forcément des œuvres. Donc pardon, une petite crève automnale. Et du coup donc je crée des peintures que sur toile et des sculptures. Et mon métier c'est donc de forcément créer, mais c'est qu'une partie infime du métier global, puisque du coup quand on est international faut gérer vraiment j'ai beaucoup de personnes en freelance qui travaillent autour de moi avec qui je fais travailler et du coup il faut gérer les expositions, les placements des œuvres, les commandes des clients, que ce soit en français ou à l'étranger. Moi je suis pas bilingue sur toutes les langues de la planète donc c'est pas facile, mais de toute façon on a toujours des amis qui connaissent des gens qui parlent, voilà. Tu aurais pu avoir aussi toutes les langues là. Mais sinon moi j'ai un ami qui est extraordinaire, ça s'appelle Google Traduction qui est toujours disponible. Toujours disponible 24 sur 24. Non mais voilà, après donc il faut gérer tout ça. Après il faut gérer forcément l'évolution travailler sur l'évolution de la cotation, du travail, les prochaines expositions. C'est-à-dire qu'on travaille sur moi j'ai une projection sur 1, 2, 3 ans. Donc il faut vraiment gérer ça, organiser, livrer, faire aussi les conférences sur l'investissement dans l'art comme je le fais. Il y a aussi forcément les interventions extérieures, les partenariats, les dépôts et reprises des œuvres en galerie d'art, les dossiers de presse, les interviews. C'est toi qui gères ça aussi, les dossiers de presse, ou t'es entouré de personnes qui te... Non, j'ai quand même un entourage qui gère aussi, mais bon, après, ma vie, il n'y a que moi qui la connais, donc c'est chiant. Il faut toujours être, en fait, peu importe quoi qu'il en soit, qui fait quoi, faut toujours être là pour regarder, pour donner les bonnes informations, livrer les bons éléments. Et puis mettre à jour aussi le site internet, parce que ça c'est beaucoup de boulot, il est pas tout le temps à jour. Mais c'est pas grave. On fait avec, c'est pas grave. Et du coup voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, le traduire en anglais, transférer à qui de droit, enfin voilà, et c'est vraiment, puis j'ai toujours plein d'idées. Donc des nouveaux projets à faire, à créer. Toute cette charge mentale, voilà. Tout ça, t'arrives à avoir cette inspiration de te dire je me pose. À chaque fois, il faut que j'y aille. À chaque fois, je me dis, mais en fait, quand on me pose cette question, mais comment tu fais pour avoir l'idée de ce que tu vas créer? En fait, j'aurais jamais, je pense, assez d'une vie pour créer tout ce que j'ai dans ma tête. Donc, en fait, à l'instant T, hein, où je vous parle, quoi. Ouais. Donc, en fait, quand t'évolues dans ta vie, t'as des nouvelles idées qui se rajoutent sur les idées que tu as déjà. En fait, donc, en fait, je m'en sortirai jamais. Non, mais en fait, voilà, j'ai toujours plein d'idées. Et ton style, du coup, parce que lorsqu'on regarde un peu tes œuvres, alors c'est vrai qu'elles sont colorées, elles sont pleines de couleurs, plein de formes. Il évolue, comme tu dis là. Voilà. C'est-à-dire qu'il évolue sans cesse, sans cesse. En fait, moi, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur en me disant, total. Enfin, je dis un peu, mais en fait, je suis trop gentille avec moi-même là. Non. En fait, je suis jamais vraiment satisfaite de ce que je fais. Je suis très perfectionniste et en fait, j'ai toujours envie d'apporter
du bonheur, de la joie, du waouh aux gens, et je veux toujours que ce soit parfait et encore mieux qu'avant. Donc en fait, je me mets je m'auto donne des défis et des challenges de fou, et en fait j'ai toujours envie de faire des trucs encore plus incroyables et créer encore des trucs encore plus fous, et du coup ce qui fait que t'évolues tout le temps. Mais j'ai quand même ma base, mon propre style qui est très coloré, très street, pop art. Voilà, j'adore tout ce qui est couleur, mais j'aime bien aussi mon style dans la sculpture. Il y a beaucoup d'œuvres, l'ours ou le cygne que j'ai sorti récemment, ils sont quand même tout blanc pur pour l'instant. Après que j'ai design quand même perso pour certaines demandes. En fait, quand je les design, c'est des œuvres vraiment uniques et sur demande. Donc après, il y a l'œuvre pure en blanc pur. Je dis blanc pur parce que c'est un blanc où il y a du noir dedans pour donner de la profondeur, tu vois, c'est assez. Il y a quand même une technicité. Ouais, voilà. Et du coup, c'est vraiment. J'aime bien aussi qu'on voit bien les formes, parce que quand je le design et que je graffe les sculptures, elles sont. On voit moins avec le graphe, ça cache les formes et les détails. Donc en fait, le fait de la sortir en couleur unie, permet de mieux voir toutes les formes, tous les détails de la sculpture. Puis après, je peux mettre plein de designs dessus, et j'aime beaucoup personnaliser les œuvres aussi. Et tu t'es formée du coup à la sculpture? Mais pas du tout. Ah ouais, non, mais moi je suis autodidacte surtout. En fait, il y a un ami qui est extraordinaire, un autre, j'ai Google Traduction, puis j'ai YouTube. En fait, je passe mes soirées à regarder comment on fait. Et en fait, par exemple, vous savez, des fois, on va dans le sud et au bord de la plage, il y a les mecs qui font des œuvres avec les bombes, là, en 2-2, là, ils font des paysages de fou. Ben, ça, j'ai dit, putain, c'est trop beau, je veux le faire. Et du coup, j'ai regardé les vidéos comment on fait et je l'ai fait. T'as réussi? Et en fait, mais oui, mais tu fais une œuvre incroyable en 2 minutes. Et du coup, je l'ai fait et j'ai fait, ah, c'est cool, je sais faire, et je passe à autre chose. Parce qu'en fait, c'est trop facile. Et comme moi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, faut que je fasse dans le dur, que je galère pour faire un truc, pour me dire, ouais, j'ai bien travaillé, c'était dur. Ouais, c'est beau. Parce que j'en ai chié pour le faire. Bien sûr. Et du coup, je trouve ça cool. Et quand c'est trop facile, ça m'intéresse pas. Et du coup, ça, je l'ai appris, voilà. Et en fait, c'est avec YouTube. Et j'adore. Et pour les sculptures, c'est pareil. En fait, je sculpte dans des blocs de résine polyester que j'ai trouvés. Et en fait, c'est avec des outils de rap, tout ça. Et en fait, c'est juste génial. Moi, je suis très manuelle. Donc j'adore faire ça. Et du coup, j'ai appris sur le coup. Puis après, j'ai dit, comment je peux faire? Du coup, après, j'asperge de gel coat. Et ça fait une coque dure, donc c'est trop beau et tout. Comme pour les coques de bateau. Ok, après je ponce, mais comment je fais? Parce qu'après quand je peins, il y a des défauts, et en fait il faut du guide de ponçage de carrosserie pour vérifier les défauts que tu peux pas voir à l'œil. Donc je me pointe en petite jupe talon à la carrosserie et dis bonjour, est-ce que vous avez du guide de ponçage pour mes sculptures? En fait je veux tester un truc, et le mec il te regarde genre mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle fait elle là? La meuf avec du guide de ponçage, mais c'est dégueulasse, c'est tout sale. Oui, je sais. Y a pas de souci, hein, c'est le but. Et du coup, c'est marrant parce que les gens ils te regardent un peu bizarre quand tu fais des tests, tu vois, tu vas demander à droite à gauche, et du coup, c'est drôle. Et d'ailleurs, les carrossiers maintenant, c'est des amis, et ils m'aident à peindre et à vernir les œuvres, et ils adorent. Et t'expliquer un peu la matière, comment c'est ça. C'est eux qui m'ont appris. Mais vraiment, parce que je suis allée sur place et j'ai dit, bon, je vais faire ça, mais il y a des choses, il y a des technicités, des matériaux que tu ne maîtrises pas. Donc en fait, tu vas demander. Moi, je demande, je parle, j'échange, j'essaye, je teste. Ah ouais, je teste beaucoup. Je fais beaucoup de bêtises. Mais après, une fois que je maîtrise le sujet, c'est juste bien, pareil, de la résine époxy que je verse sur mes œuvres pour les rendre très brillantes. Et ben ça, j'ai mis franchement des années à maîtriser. Parce que à chaque fois ça faisait des bulles, après ça séchait pas, je comprenais pas. En fait, il y a des histoires de température, de pourcentage d'humidité dans l'air. Enfin, il y a des trucs hyper techniques auxquels tu ne sais pas. Tu connais pas, non. Bien sûr. Et en fait, au fur et à mesure, t'appelles les fabricants et tu leur poses des questions et ils te disent des trucs, et c'est juste génial. Et t'apprends tellement. Et en fait, plus t'avances, plus t'apprends des techniques, des méthodes, des choses comme ça, et après tu t'éclates encore plus parce que tu maîtrises tellement les matériaux et les choses. Et ça, c'est ça qui est génial dans mon métier. Et du coup, j'ai jamais de routine. Donc en fait, tout ce que je voulais pas avant, je l'ai plus. Parce que j'ai jamais de routine. C'est nouveau tous les jours, t'apprends tous les jours. Et puis tu te dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais créer une œuvre, que j'ai déjà faite parce que j'aime bien, parce que c'est ce que je crée, j'adore. Ou alors je vais carrément créer quelque chose de nouveau. C'est ça.
Non, pardon. Vas-y. J'allais justement poser une question par rapport au temps imparti à tes créations. Est-ce que tu te dis dans chaque journée tu te consacres tant de temps à une création ou enfin ton côté créatif, ou alors ça va être par rapport à ton envie, par rapport c'est par l'envie. Aux périodes. Envie et période. Ok. Ouais, parce qu'en fait, et puis comme tout chef d'entreprise, tu te lèves le matin, tu te dis je fais ça, puis t'as un appel, t'as un truc, et en fait t'as une urgence qui se met par-dessus, et puis finalement voilà, après t'as l'école des enfants qui appelle, et voilà. Non mais tu vois, ouais c'est ça. En fait la vie fait que d'entrepreneur fait que c'est jamais comme on veut, surtout au niveau créa. J'aimerais avoir plus de temps de créa, mais j'en ai pas assez, mais c'est pas grave, hein, j'arrive quand même à gérer. Puis après souvent j'y fais le week-end, sinon ok, mais t'en fais toutes les semaines, oui, tu vas quand même te dégager du temps, par exemple, le week-end. J'en ai besoin en fait. Si je crée pas, je suis pas bien, et du coup j'ai besoin d'aller à l'atelier, de me mettre dans ma bulle. T'as plus de notion de temps qui passe quand tu crées. T'as plus de notion de problème, de trucs qui te surchargent. T'es vraiment dans une bulle. Et on dit l'art-thérapie, c'est pas pour rien. Tu te mets devant une toile, tu fais un truc, ou un coloriage, même ceux qui font les mandalas ou quoi que ce soit. Ça je sais pas. C'est comme une bulle de bien-être, et où t'es plus là, et toute ta pression elle tombe. Et du coup, j'en ai besoin. Tu te recentres. Ouais. Mais j'en ai vraiment besoin. Et du coup, c'est pour ça que je le fais régulièrement. Et ça t'arrive des sources d'inspiration, c'est-à-dire ça t'arrive de te dire, voilà, je vais me promener, je me promène, et là je vois par exemple, tu vois soit un paysage, soit une jeune fille, soit quelqu'un qui t'inspire pour faire ton œuvre. Ah, carrément. Ça arrive plein de fois. Et ça, c'est un truc de fou. Et du coup, j'y prends en photo, j'y note. Tu vois, j'ai un comme Orelsan, tu vois, Orelsan. Je suis fan d'Orelsan. Et Orelsan, il fait ça. Dès qu'il a une idée, machin, il note dans son truc de son iPhone. Pareil. J'ai un truc où je note, je prends des photos de ce que je pense, voilà, et puis j'y ferai quand j'aurai le temps, en fait. Et je fais ça tout le temps. Et la nuit aussi, beaucoup la nuit. Je rêve, et du coup je me réveille le matin, je fais oh putain c'est génial. Vite, je le note parce que t'oublies les rêves, t'es dégoûté après. Et souvent c'est ça, j'ai des idées la nuit, et le matin je me réveille, et hop je les note direct, et quand je les fais c'est juste génial. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Mon rêve. Voilà. Même la nuit, même artiste. C'est ton cerveau qui... Et la peinture, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses intuitives. Ouais. C'est-à-dire que tu peins selon ton inspiration, tes intuitions, ton ressenti, c'est tes exactement sentiments. Ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a des fois aussi tu peins pour dénoncer, pour être plutôt dans l'engagement, parce que c'est de peintures qui sont ciblées. Alors c'est intuitif aussi, mais est-ce que tu te considères aussi comme une artiste engagée? Alors, je veux dire, c'est délicat, parce que quand tu te positionnes en tant qu'artiste, tu peux avoir beaucoup de problèmes derrière. Et en fait, c'est assez compliqué. Donc oui, je le fais parce que j'en ai besoin. Quand il y a eu Charlie Hebdo, j'ai fait une œuvre sur Charlie Hebdo. Quand il y a eu, parce que j'en ai eu besoin. Là, il y a eu forcément la guerre avec l'Ukraine. J'ai eu besoin de créer une œuvre que j'ai créée avec une colombe qui s'envole pour symboliser la paix. Donc c'est assez, j'en ai besoin. Vraiment, je le fais parce que c'est quelque chose qui me touche, et c'est nécessaire. Après, moi, je dis toujours que je suis une artiste qui crée du bonheur. Donc tout ce qui se passe, je le transforme en quelque chose de positif avec des couleurs, et j'aime bien. Moi, c'est que le bonheur. Tout ce qui est mauvais, je le comprends pas de toute façon, et je cherche pas à l'alimenter, parce qu'après ça me brise. Moi, je suis quelqu'un d'hyper émotif, donc si je me consacre, je regarde les infos tous les jours, et que voilà, je suis au bout de ma vie, je déprime, voilà. Donc j'ai besoin en fait de tout transformer. Comme mon père est décédé, j'ai fait une œuvre d'ailleurs à ce sujet, qui s'est vendue très vite d'ailleurs, et j'étais très étonnée parce qu'elle a beaucoup touché les gens, et elle était ultra lumineuse et colorée et positive. Et du coup c'était le contraste, mais parce que du coup j'ai besoin en fait de mettre cette émotion là et de la transformer, et après moi elle reste en moi, mais d'une manière positive. Et c'est ce que je veux faire aussi pour les autres. Donc en fait c'est toujours ça. Je suis engagée dans le sens où j'aime bien œuvrer pour des causes qui me tiennent à cœur. Les animaux. Moi les animaux, si je pouvais les sauver tous dans la planète. Voilà, les enfants malades, enfin les maladies, le cancer, etc. Pour l'hôpital, j'aime beaucoup en fait. La chance qu'on a quand on est artiste un peu reconnu, c'est qu'en fait les œuvres
concret, c'est du temps, on va dire, un peu de matière, mais ça ne nous coûte pas des millions, voilà, à faire. Et ben, ces œuvres-là, nos créations, on peut les donner et les offrir plutôt aux fondations et associations qui, elles, vont les vendre aux enchères à des prix forcément... sur le marché, voilà. Le marché de l'art, bien sûr. Donc, ils peuvent atteindre beaucoup. Et ça, je me dis, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir... je peux pas donner un chèque de 20, 30 000 euros, 50 000 euros à une fondation. Mais tu peux contribuer Mais par je peux le ton faire art. grâce à mon travail. Donc, je donne une de mes œuvres qui va leur apporter ces sommes-là. Et moi, je me dis, mais quand même, c'est incroyable de se dire la fierté, le bonheur qu'on peut faire, c'est que... Donc, je fais ça pour les choses qui me tiennent à cœur. Donc, il y avait... Pardon, il y en a plein. Il y a donc avec la Fondation Brigitte Bardot, il y a la Fondation Action Innocence en Suisse que j'aime beaucoup, qui lutte contre le cyberharcèlement et la cybercriminalité et le harcèlement au niveau des enfants, au niveau de leur scolarité. Ça me touche beaucoup. Ils recherchent aussi les pédophiles, tout ça. Enfin, c'est vachement bien. Ils ont créé un truc de dingue qui permet de trouver avec la police. Et c'est vraiment impressionnant. Et ça, je trouve ça juste génial. L'hôpital de Grenoble, donc pour l'hôpital couple enfant aussi pour les enfants atteints du cancer. Et puis quand vous allez aux urgences à l'hôpital de Grenoble, du coup il y a mes œuvres qui ont été financées par des mécènes privés, donc c'est juste génial. Après, je sais pas, il y en a plein. C'est déjà pas mal, hein. Il y a les petites étoiles. Oui. Je sais pas, on connaît bien ici. Bien sûr. Voilà, qui crée les rêves pour enfants atteints de maladie ou en fin de vie, ou même pour les parents quand ont des enfants malades. C'est juste génial. Donc en fait, tout ça, quand cumulé, tu te dis, grâce à ton travail, tu peux permettre ça. Oui. Donc oui, je suis engagée dans ce sens-là. C'est tout ce qui me tient à cœur. Je le fais et avec grand plaisir. C'est super chouette. Et une petite question, tu sais, pour les jeunes qui t'écoutent, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, ce qui te semble indispensable aujourd'hui pour effectuer le métier que tu fais, toi, en tant qu'artiste? Alors, le métier que je fais, ou un métier qui te passionne? Je pense non, plus globalement. Ton métier à toi, tu vois, les compétences vraiment d'un artiste, peintre, sculpteur, tu penses? La créativité, ça c'est... Je sais pas, et créatif, et puis manuel quand même, avoir essayer d'être... et puis un peu de concentration, parce que minutieux, on va dire. Ouais, la minutie. Ouais, la minutie, et puis après... Puis la persévérance, je pense aussi, je pense que c'est, grave. Je pense qu'il y a que ça. Il y a le travail, la persévérance. Et beaucoup de travail. Ouais, faut pas être fainéant, si tu veux. Et passionné. Pour le coup, si c'est pas ta passion, tu vas pas le faire non exactement, plus. C'est un vrai métier passion. Je pense que t'as pas besoin de compétences particulières, parce que même moi, je pensais que c'était pas... Voilà, en fait... c'est juste si t'arrives à transmettre ce que t'as envie de transmettre aux gens et que les gens ils sont touchés, t'as gagné en fait. Il y a pas de secret en fait. Si t'es sincère dans ta démarche, dans ce que tu fais, que t'es bienveillant, que t'es positif, que t'es respectueux, en fait tu peux y arriver parce que du coup t'as des bonnes valeurs. Moi je pense qu'il faut toujours rester qui on est, à mon sens avec des bonnes valeurs, bien respecter les autres et voilà. Ok. Moi, je pense que c'est le plus important. Après, je suis pas quelqu'un pour juger le talent des gens ou leur création. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. C'est juste qu'il faut persévérer, travailler. Mais après, en fait, quand c'est ta passion, tu travailles, t'as même pas l'impression de bosser, en fait. Tu comptes pas tes heures? Non. Non. C'est tellement bien. Parce que même la nuit, en fin de compte, t'as des idées. Ouais, c'est ça. Et puis t'as envie de bosser tout le temps, en fait. C'est même plus dur de t'arrêter que... Voilà. On continue un petit peu après une petite pause musicale et on se retrouve avec le Lolus sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 92.1 dans l'émission de Place au possible, l'émission qui rapproche le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire plus qu'une seule galaxie. Et aujourd'hui, dans Raconte-nous ton métier, on parle du métier d'artiste peintre avec Lucie Legrand alias le Lolus.
Alors c'est vrai que là, on a eu vraiment le retour sur toute ta petite vie, ta grande vie, surtout d'artiste. J'ai revécu ma vie. Ah, c'est ça, on a fait un replay. Et là, on va revenir un peu sur tes projets actuels, les projets qui t'ont animé, les différents projets. Et surtout, on voulait revenir un petit peu aussi sur ton nom, le Lolus. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on aime. C'est bizarre. Pourquoi le Lolus ? Pourquoi depuis le début, on aurait dû le commencer C'est par vrai. ça. Mais non. C'est hyper simple. Le pour le grand, il m'appelle le grand. Lo pour Loa, c'est le nom de famille de mon amoureux d'amour. Et Luce pour Lucie. Tout simple. Et en fait, comme il fait partie de ma vie et sans lui, je serais jamais là où j'en suis, bah, ça a été normal pour moi de l'inclure dans mon nom. Dans ta signature. Ouais. Ah bah carrément. Super. Parce que c'est mon pilier, en fait. Sans lui, je serais jamais là, hein, parce qu'au début, j'avais pas un rond. On vivait que sur son salaire. Donc, Oui, pour se penser. s'il était pas là, si t'as pas quelqu'un à côté de toi qui te soutient et qui te dit, allez, vas-y, j'ai confiance en toi, bah, t'y arrives pas. Voilà. C'est quand ton partenaire, Bien ton sûr. conjoint, il te soutient, bah, ça te Ça donne change des tout. ailes, quoi. Ouais. Puis t'as envie de le rendre fier et voilà. Donc on te suit un petit peu. Alors moi, c'est vrai, comme je racontais à Julie, je t'ai suivi il y a un bon bout de temps. Moi, je te suis depuis un bon bout de temps sur les réseaux. Trop bien. Et on s'était rencontrés. Bah, il y a pas longtemps. Il y a pas si longtemps que ça. Par hasard, ouais. Et je m'étais dit, voilà, j'avais vu tes cabines à Courchevel, Ouais. j'avais vu tes chats, j'avais vu également tes tableaux. Et je me suis toujours demandé que tes œuvres, elles sont toutes un peu spectaculaires, différentes. Il y a toujours ta signature, mais tout peut être différent. Tu peux faire une cabine comme tu peux faire un chat très sculpté, très fin, designé. Pour toi, et quelle a été l'œuvre qui t'a le plus marqué? Oh. Bah, je dis souvent celle-là, mais c'est vrai, enfin, il y en a plein. En fait, c'est à différentes étapes de ma carrière, il y en a une qui a fait que. En fait, au début, c'était, je sais pas si vous voyez, je le mets un peu partout, mais c'est un tableau où t'as Garfield qui fait un peu le nonchalant là avec des marques de luxe, genre je me la pète, j'ai obtenu tout ce que je voulais, voilà. Qui s'appelle La Retombée, justement. Genre c'est la retombée de tout, voilà. Et du coup, ce tableau-là, il a marqué parce qu'il était exposé au Louvre, en fait, au carrousel du Louvre, quand tu rentres, et puis du coup, juste devant, et tout le monde, lors d'une grosse expo, un gros salon, et ben tout le monde se prenait en photo dedans, parce qu'en devant, avec cette position-là. Du coup, ça a fait un buzz de fou sur les réseaux, et du coup, celle-là, elle a vraiment été importante. Tout le monde la connaît, en fait. Du coup, c'était assez incroyable. Et puis de voir tous ces gens qui rentrent au Louvre et qui voient mon tableau et qui se prennent en photo devant, de voir tout le monde, je dis, oh, attends, c'est mon tableau, ils se prennent en photo devant, c'est dingue. Donc c'était une fierté et j'étais très heureuse, et c'est un tableau que j'ai trouvé magnifique, que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà. Donc il y a celle-là. Et après, en sculpture, bah forcément, il y a la sortie de mon Lélo 4 qui a été, qui est la figure emblématique de mon travail. Et du coup, celle-là, ça m'a, c'est une œuvre qui a dit, bah oui, je peux être sculptrice aussi, en fait. Et du coup, qui m'a confortée dans l'idée que je peux être peintre et sculptrice, les deux. Et en plus, c'est une grosse œuvre donc un chat d'1,50 m que j'avais fait sur un grand rond en métal avec des sapins à côté que j'avais fait pour la fondation, justement, Action Innocence en Suisse à Genève, où j'étais aux côtés de Chopard, Loro Piana, Mauboussin, Chanel, voilà. Voilà, on était 7, je crois. Et il y avait les Lolus. Et à côté, Chanel, Chopard, Mauboussin, Loro Piana. Et là, tu fais... ça fait peur. Ouais, Du coup, impressionnant. Bien sûr. Mais moi, je suis toute petite, je suis toute seule, je suis pas une multinationale. Et du coup, c'était trop chou. Et du coup, c'était waouh. Et de me dire que je suis arrivée 2e lors de cette vente, et j'avais battu Chanel et tout ça. Incroyable. Donc, tu te dis, waouh. T'es arrivé 2e. C'est dingue. Incroyable. 2e plus grosse vente, ouais. Et du coup, et je trouvais que mon œuvre était vraiment belle et qu'elle n'était pas du tout, en fait, nulle par rapport aux autres. Elle avait sa place. Et c'est là où ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, ouais, je peux vraiment faire quelque chose, quoi. Et du coup, c'était, ça m'a fait du bien. En fait, toutes mes œuvres, en fait, j'ai une histoire à raconter derrière. Donc Elles en sont fait, toutes uniques. mais oui, et je les aime toutes. Du coup, On préfère super pas dur. vraiment une, mais oui. Non, parce qu'elles ont toutes une importance pour moi. Et dans chaque œuvre, quand je les vois, je ressens l'émotion dans laquelle j'étais quand je les ai faites.
et je sais à quel moment de ma vie j'étais. Tu vois, c'est trop bizarre. C'est comme si tu mettais une partie de toi dans chaque création que tu fais. Et du coup, dès que tu les vois, des anciennes que t'as fait, tu fais ah ouais, je m'en souviens, et tu revis le truc quoi. Ah, c'est fou. Et du coup, c'est très bizarre comme sensation. Et du coup, j'adore. C'est là où tu te dis, bah, quand tu fais les choses, tu mets vraiment une partie de toi. Y a une phrase qui disait, quand t'achètes une œuvre d'un artiste, t'achètes des centaines d'heures d'espoir, d'échecs, une partie de l'âme de quelqu'un d'autre. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Ouais. Et moi, je le ressens, je sais, je me rappelle de toutes les œuvres. C'est juste, des fois, j'en oublie quelques-uns, mais tu m'en rappelles. Ouais, mais tu me remontes la photo, je fais waouh, oui. Et là, tu replonges dans ton truc, quoi. Et du coup, tes clients, tu me parlais tout à l'heure d'entreprises, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'entreprises, des mécènes, etc., qui investissent aujourd'hui dans les œuvres d'art. Ouais. Est-ce qu'ils te font des commandes? Oui. Du coup, en fonction de la société, c'est-à-dire qu'ils te disent à peu près, bah voilà, nous on voudrait une œuvre. Est-ce que tu dois aller sur place? Est-ce que tu dois prendre un cahier des charges? Comment ça se passe? Bah, en fait, en général, s'ils m'appellent et qu'ils me disent je veux ça, exactement ça, je dis bah non. Enfin, moi, je mets une partie de moi. Si tu m'appelles, c'est que t'aimes bien ce que je fais. Donc, je vais te proposer quelque chose. C'est plutôt moi qui propose des choses. Après, bien sûr, on discute avec l'entreprise pour investir. Quelle est l'émotion qu'il veut derrière? Qu'est-ce que voilà l'image? Est-ce qu'il veut revendre plus tard? Parce que ça aussi, ça a une importance. Si t'achètes pour revendre ou si t'achètes pour garder, tu peux pas faire de grosses folies sur l'œuvre, tu vois. Voilà. Tandis que ça, ouais. Bah ouais, tandis que si c'est pour revendre, tu peux, enfin, pour garder, tu peux y aller. Après, moi, j'aime beaucoup, en général, j'arrive vite à cerner l'émotion et ce que l'entreprise veut. Les valeurs un peu de l'entreprise, ouais, voilà. à les ressentir, bah, parce souvent, que c'est vrai que tu rentres dans un univers. Mais je suis obligée d'aller dedans et de vraiment de plonger dedans. C'est là où j'utilise mon côté surémotive. Tu vois, où vraiment j'ouvre et je vais vraiment ressentir tout ce qui se passe. Pourquoi? Je vais jusqu'à la création de l'entreprise, l'évolution. J'essaie de vraiment comprendre les valeurs aussi des dirigeants et des salariés. Et après, tu crées une œuvre où tu mets un peu tout ça là-dedans. Et oui, après, quand les entreprises investissent, oui, il y a une défiscalisation de dingue et c'est grâce à l'État. Enfin, voilà. Bien sûr. Moi, je vais pas là-dessus. Il y a des choses que j'aime pas, mais des choses que j'aime bien quand ils font des lois qui me sont des artistes, on va pas cracher dessus. Non, mais c'est incroyable, la défiscalisation de fou qu'il y a là-dessus, ça leur coûte presque rien, franchement, et du coup, c'est pour ça qu'ils y vont. Et d'ailleurs, c'est bien. Au lieu de donner des impôts à l'État, t'achètes de l'art et tu payes pas d'impôts. Enfin, du coup, c'est juste incroyable. Et puis, tu t'enrichis, tu possèdes une œuvre et c'est un marché qui est quand même incroyable. C'est sûr, incroyable. Ah bah, c'est le plus sûr au monde, ouais. En évolution, en perpétuelle évolution. C'est le numéro 1. Je crois que l'art, c'est l'investissement numéro 1 dans le monde. Après, t'as l'or et l'immobilier. Voilà. Mais en France, c'est un truc de fou que l'éducation, enfin, tu le sais pas, ça. Et moi, j'ai toujours été outrée. Quand je l'ai appris, pareil, je le savais pas, hein. Et j'ai halluciné, j'ai dit mais pourquoi on favorise pas autant l'art? Ouais. Est-ce qu'on passe à notre interview Up and Down? Allez, pour finir. En fait, on a une petite interview trop bien qu'on a mis en place pour chacun de nos invités. Génial. Et on va te poser une question. C'est les plus et les moins. Ok. T'es prête? Allez, vas-y, je sais pas comment attendre. C'est très gentil. Ça reste très gentil. Je m'en fous, je suis en direct sur Insta. Si vous me violentez, ça reste très gentil. C'est bon. Qu'est-ce que tu supportes le moins dans ton métier? Est-ce qu'il y a quelque chose, qui te, même si t'aimes à peu près tous les aspects, qu'est-ce que t'aimes le moins? Les papiers. Ouais. L'administratif. L'URSSAF. Voilà. Ouais, dans ton métier d'entrepreneuse. Ouais, c'est chiant en fait. J'ai plus envie de faire les papiers, l'administratif. C'est lourd. Ouais, exactement. Non mais sérieux, c'est les coordonnées plus mal chaussées. Mais je te jure, je ne peux plus. Je fais une phobie administrative. Ok. Comme disait un célèbre homme politicien. Mais ouais, exactement. Et qu'est-ce que t'adores? Tu surkiffes la chose que t'aimes le plus? Si on avait une seule. Livrer mes clients. Ok. Ah ouais. C'est vraiment le moment le plus magique. Quand ils voient l'œuvre que j'ai faite pour eux. Et tu les livres toujours toi? Oui. Enfin, tu vas tout le temps? Ouais, franchement, oui. La plupart du temps, ouais. Ouais. C'est vraiment le cadeau, c'est le Graal, quoi. Ouais, franchement, ouais. Ok.
Et ça, c'est juste incroyable. Alors, dans ce milieu, je pense que tu rencontres énormément de personnes maintenant, en plus que tu fais partie des artistes français les plus cotés. Aujourd'hui, on se demande, dans ce milieu, je pense que tu as dû faire des rencontres un peu décevantes. Ah oui. T'en as une qui t'a... Moi, je vais pas donner de nom. Mais est-ce que t'en as une qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus déçu, en tout cas? Oui, c'est quand des personnes, des chefs d'entreprise ou qui veulent acheter des œuvres et qui sont, si tu veux, qui n'ont pas mes valeurs, qui sont pas respectueux avec les gens qui les entourent, qui parlent aux gens comme à leurs chiens, enfin voilà. Du coup, je refuse de vendre. Je me barre. Ouais. Franchement, je m'en fous. T'as déjà refusé? Ah ouais. Et oui, parce que ça me fait tellement mal. Et si ça peut, ne serait-ce que, bon, ça se trouve, ça leur fait rien du tout. Mais en fait, je me dis, ça peut peut-être réveiller un petit peu, genre en mode, ah oui, c'est vrai que je suis peut-être pas gentille, tu vois. Éveiller un petit peu leur conscience. Ouais. Je me dis, il y a tellement peu de gens qui doivent peut-être les gens ne peuvent pas lui dire. Voilà. Moi, j'ai la chance d'être libre. Donc, quand t'es artiste, t'es libre. Donc, tu peux dire ce que tu penses. Et quand t'as quelqu'un qui est malveillant, qui est pas respectueux, qui est pas poli avec son entourage et qui est, voilà, et ben, tu peux peut-être essayer de faire quelque chose. Après, je juge pas la vie des gens. Mais par contre, juste la politesse et le respect, c'est la base. Et quand les gens, moi, j'ai du mal. Voilà. Et du coup, je dis, bah non, enfin, mes œuvres prônent ça. Donc, en fait, ça n'irait pas. Voilà. Donc en fait, je ne serais pas heureuse d'avoir une de mes œuvres aux côtés de quelqu'un qui est malveillant. Et la plus belle des rencontres? Alors là, il y en a beaucoup trop. Je peux pas, mais franchement, il y en a plein. Non, franchement, il y en a tellement des belles rencontres. La plupart du temps, même tout le temps, c'est que des belles rencontres. Franchement, toutes, c'est des belles rencontres. Des mauvaises, il y en a très peu. Souvent, on parle des mauvaises, mais alors que c'est tellement infime. Moi, je garde que le positif. Je suis très positive, donc toutes les personnes malveillantes ou qui n'ont pas sa place avec, franchement, je les oublie même. Mais je les ignore et je trace ma route, en fait. Et du coup, des fois, je m'en souviens même plus. Mais parce que je les ai vraiment évincés de ma vie. Et c'est ce qu'il faut faire. Faut pas rester sur des échecs ou des choses qui nous pourrissent la vie. Faut les mettre vraiment tout de suite de côté. Ça me met en colère, c'est pas dans mes valeurs, ça s'en va. Et je trace ma route. Protège. Tout le temps. Il faut vraiment sans cesse rester dans le positif et enlever tout ça. Genre tout ce qui te plombe, qui te rend pas bien, tu l'enlèves. T'en as pas besoin. Voilà. Et la dernière, je vais faire en une question. Quels sont les conseils, points de vigilance et conseils positifs que tu pourrais donner aux jeunes aujourd'hui? De pas avoir peur de travailler. Ouais. Non, en fait, une fois que t'as trouvé ta voie, en fait, il faut se secouer. Moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, il y en a plein qui sont pas assez... ils sont trop avec les réseaux ou machin, ou genre la vie... t'attends un truc qui va venir tout seul. Bah non. Crée ta chance. Crée tes opportunités. Parce que souvent, on me dit, ouais, mais toi, t'as de la chance. Non, j'en ai pas de la chance. Tu crées ta chance. C'est-à-dire que j'étais là au bon endroit, j'y suis allée, j'ai pris du temps, j'ai dépensé de l'argent pour être là où je devais être, parce que du coup, voilà. Et c'est ça, en fait. Il faut créer ta chance, ne pas attendre que les choses viennent. Tu peux pas, ça ne viendra jamais. Sois positif, crois en ce que tu veux dans ta vie. Crois en vis tes rêves. Voilà. Ne les rêve pas, vis-les. Donc, c'est-à-dire, donne-toi les opportunités. Tu veux ça, bah, tu vas l'avoir. Et tu travailles pour avoir ça. Et lâche jamais. Faut jamais lâcher. Parce que souvent, c'est ça, on se dit, c'est trop dur. Au bout d'un moment, on essaye et puis on se dit, c'est trop dur. Mais non, en fait, c'est justement à ces moments-là qui fait que tu vas réussir. Si tu vas dans le moment où je lâche, et ben voilà. Et si tu prends toujours la décision de jamais rien lâcher, c'est comme ça qu'on réussit. Action et persévérance. C'est ça. Sur ces belles paroles, ces beaux conseils, on a été ravis d'être avec toi. C'est moi qui est ravi. Sur Radio Grand Lac, sur l'émission, donc au sein de l'émission Place au possible. Nous on se retrouve dans un mois avec encore de belles histoires, de beaux parcours. Encore un grand merci. Oui, merci beaucoup. D'éveiller les consciences, super interview inspirante. Merci. Ton parcours. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Radio Grand Lac.